Il est tout juste 18h30 sur Haloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Dakhla, clôture des travaux du Forum Maroc diplomatique Sahara. Forum consacré à l'Afrique et aux actions du Royaume en faveur du continent. Un Maroc attaché aux idéaux panafricains de solidarité, de paix et de développement. De quoi concrétiser un modèle de coopération sud-sud mutuellement bénéfique. Nous irons ensuite à Essaouira. L'espace Beit Dakira accueille les journées de la citoyenneté plurielle. Un conclave de 2 jours qui réunit élèves, chercheurs et experts autour d'un seul objectif, porter haut et fort l'identité plurielle du Maroc. Enfin, de journal cap sur Tétouan où la 28e édition du Festival international du cinéma méditerranéen fait son grand retour. Une édition réinventée après le Covid. À l'affiche, 7 films coup de cœur, des colloques, une nouvelle rubrique et un vibrant hommage à la Turquie. Bonsoir à tous. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdeltef Loudi, a reçu aujourd'hui au siège même de cette administration le général d'armée Mark Milley, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique, en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation. Les 2 responsables ont exprimé leur satisfaction quant au niveau d'amitié, d'excellente atteinte par les relations séculaires d'amitié et de coopération consolidées par un partenariat militaire stratégique régi par un important arsenal juridique, notamment la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030 signée en octobre 2020 à l'occasion de la visite du Maroc du secrétaire américain à la Défense. Les 2 responsables ont salué le bilan positif du comité consultatif de défense et ont mis en exergue l'importance de l'exercice annuel combiné African Lion qui représente un levier majeur de réussite servant l'interopérabilité des forces armées. Monsieur Loudi a évoqué la déclaration tripartite signée entre le Royaume du Maroc, les États-Unis et Israël en décembre 2020 devant Sa Majesté le roi Mohamed VI, venant renforcer la paix et la stabilité en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il a aussi salué la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté entière du Royaume sur son Sahara. Le général d'armée Mark Milley a également été reçu par les généraux de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, Belkhir Farouk, au niveau de l'état-major général des forces armées royales à Rabat. Le leadership continental du Royaume hautement salué à Dakhla à l'occasion du 2e Forum Maroc diplomatique Sahara. Le rôle crucial du Maroc en matière de co-développement et de solidarité sud-sud est mis en avant. Et cette 2e édition s'est clôturée aujourd'hui avec un plaidoyer pour une meilleure gouvernance dans le continent africain. Le point tout de suite avec Mohamed Iddas, Abdelali El-Shahab et Mrim Missi. Agir à l'unisson pour l'intérêt du continent. À Dakhla, les forces vives africaines parlent d'une seule voix et appellent à une action commune en faveur d'un continent plus prospère et plus audacieux. Cette journée consiste à faire à la fois le bilan et à tracer les perspectives. Les perspectives sont nombreuses à la lumière des résultats déjà évidents, crédibles et convaincants par rapport, si vous voulez, à une vision globale du roi du Maroc. Une vision royale nourrie au cours des 20 dernières années d'un engagement personnel de Sa Majesté le Roi, des relations de coopération fructueuses et de solidarité concrète, dont les retombées sur la région et ses populations sont immenses. Le Maroc joue un rôle de leadership incontestable et la question des migrations aussi, où également Sa Majesté a fait des propositions extrêmement importantes au niveau de l'Union africaine. Donc c'est un forum qui nous permet d'échanger sur l'état actuel du continent africain, sur les défis auxquels le continent fait face, défis sécuritaires, défis climatiques, défis liés à la migration, défis liés à la paix et à la sécurité. Parce que c'est à cette condition que l'Union africaine deviendra crédible et qu'elle pourra continuer les réformes qu'elle a engagées au niveau du continent sur le plan de la sécurité, sur le plan de la construction des communautés économiques régionales et pour que les uns et les autres puissent travailler entre États
souverain, crédible sur des sujets réels qui préoccupent l'Afrique aujourd'hui. Je trouve très pertinent le choix de Dakhla Oued Dahab en tant que région hôte de ce forum. Ceci conforte la position stratégique de Dakhla en tant que carrefour économique continental et hub régional majeur pour les investisseurs désireux d'élargir leurs affaires vers l'Afrique subsaharienne. Une diplomatie multisectorielle agissante rehaussée par le retour du Maroc au sein de sa famille naturelle, l'Union africaine. Le Royaume réaffirme une fois encore son fort ancrage régional et sa détermination à bâtir une Afrique de croissance, compétitive et intégrée. Comme tous les dimanches, le politologue et professeur de droit Mostafa Sahimi est avec nous pour le décryptage des titres à la une. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous entamons notre décryptage de la semaine par Dakhla, où se clôturent aujourd'hui les travaux de la 2e édition du Forum Maroc diplomatique Sahara. Le Maroc en Afrique, un choix royal pour un continent global et intégré. C'est le fil conducteur de cette édition, une nouvelle illustration de l'ancrage du royaume dans le large, profond maillon de l'Afrique. Vous avez bien dit que c'était la 2e édition de ce forum organisé par le mensuel Maroc diplomatique à Dakhla. Pourquoi Dakhla ? Pourquoi pas Rabat, Casablanca ? Parce qu'il y a un projet politique, il y a une approche diplomatique, économique. Et le souci du Maroc, avec la promotion précisément de la ville Dakhla, c'est d'avoir un levier de déploiement et de redéploiement de sa politique continentale. Premier volet. Deuxième volet, c'est l'occasion de faire une évaluation et un rapport d'étape. Qu'est-ce qui est fait sur la base qui a été décidée et annoncée par le souverain, où on en est et quelle réflexion collective doit être entreprise pour optimiser ce qui a été annoncé. Vous avez pu remarquer la présence de responsables africains, donc c'est pas un colloque simplement marocain, il y avait des responsables africains qui étaient là, c'était d'ailleurs le cas lors de la précédente édition, et donc c'est une occasion pour échanger, il y a le temps, ça a duré 2 jours pleins, il y a le temps de se voir, il y a le temps de débattre, d'échanger des expériences, des appréciations, et c'est une intelligence collective qui se met en marche pour appréhender comme il se doit les enjeux et les défis du continent africain. C'est pour ça qu'il faut saluer cette initiative. L'enjeu aujourd'hui pour l'Afrique, professeur, c'est de construire un continent intégré, plus prospère et plus solidaire. Où réside le rôle du Royaume pour relever ce défi et où en est-il dans l'intégration d'Afrique à l'heure qu'il est ? Il y a 2 niveaux de réponse que je vous propose. Premier niveau, c'est à partir de Dakhla qu'il y a une régionalisation avancée, qui est emblématique et qui est un facteur d'entraînement de la régionalisation dans les autres provinces du royaume, les autres territoires du royaume. C'est important à relever. Il y a là un effet d'accélération et un travail pionnier qui est fait. Deuxième point, évidemment, c'est l'occasion d'une projection, d'une réflexion sur la politique africaine du royaume. C'est une politique qui se caractérise par quoi ? Par une doctrine qui s'articule comme suit. 1. Coopération sud-sud. 2. Ne compter que sur soi-même. Discours du souverain, février 2014, à Abidjan. L'Afrique doit avoir confiance en elle-même, cependant ça. 3. Réfléchir à des formules innovantes de partenariat et de complémentarité. 4. Essayer d'assurer le fait que le continent est confronté à un certain nombre de problèmes économiques, sociaux, de paix, de sécurité, de stabilité, etc. Et donc apporter la pierre marocaine à une maison commune qui est l'Afrique. Sur ce plan-là, donc c'est un processus qui est en marche, une diplomatie en mouvement, et c'est pour ça que c'est utile qu'il y ait ces rencontres-là, d'autant que ça vient 3 semaines après le sommet de l'UA, où le Maroc s'était distingué, vous le savez, par un certain nombre de propositions, lesquelles, notamment l'accélération de la zone de libre-échange, qui est un enjeu stratégique important pour la décennie à venir, le fait qu'il y ait des problèmes de gouvernance à régler. C'est quoi la gouvernance ? C'est-à-dire l'optimisation des ressources et une efficience donnée aux politiques publiques. Enfin, ce dernier élément, des efforts
politique et du volontarisme pour harmoniser les positions des uns des autres sur tous les secteurs, secteur douanier, secteur économique, import-export, fiscalité, etc. Et autre actualité à l'affiche jeudi dernier, le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement était en visite de travail au Maroc. Il a eu une série d'entretiens avec de hauts responsables marocains. Une visite porteuse aussi d'un message conjurer l'impact de certaines manœuvres marginales sur les relations Maroc-Union européennes. Et une convention a été signée d'une valeur de 5,5 milliards de dirhams. Que faut-il retenir de cette visite, professeur ? D'abord ceci, ce responsable de l'Union européenne connaît le Maroc. Il était déjà là en mars dernier. Il avait eu donc des contacts avec les responsables marocains concernés. Cette fois-ci, il est venu avec des propositions concrètes et des mesures d'accompagnement de ce que fait le Maroc. Vous avez fait référence à 5 conventions qui ont été signées d'un total de 5,5 milliards de dirhams, c'est important, qui se déclinent en une dizaine de secteurs, dont la transition verte, vous savez, la formation, l'émigration, l'agriculture, etc. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important ? Ça vient après la visite de Joseph Borrell, début janvier, voici 2 mois, où il était venu et il avait réaffirmé avec force la détermination de l'Union européenne à consolider davantage le partenariat privilégié avec le Maroc, qui, je le rappelle au passage, au sein de l'Union européenne, a un statut avancé, approfondi, qui est en cours d'ailleurs de concrétisation. Voilà qui témoigne bien de ceci, la solidité des relations entre Bruxelles et Rabat. Voilà qui fait justice, par ailleurs, de tout ce qui est colporté par un certain nombre de groupes minoritaires qui se distinguent par l'hostilité, par un certain nombre de menées, notamment au sein du Parlement européen. C'est connu, on n'y revient pas. Mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il y a bien un différentiel entre les relations d'État, Maroc comme État, et l'Union européenne, qui comprend 27 États membres d'un côté, et les gesticulations et les menées d'un certain nombre de groupuscules. C'est un problème d'ailleurs qui intéresse l'Union européenne, qui ne nous intéresse pas, parce que nous traitons avec qui ? Nous traitons avec une organisation supranationale qui est l'Union européenne, donc qui a ses institutions. Pour ce qui est du Parlement européen, ce qu'il peut dire, c'est finalement marginal et insignifiant, et c'est sans considération. Donc voilà bien la preuve qu'il y a un roc de relations bilatérales. J'ajoute pour finir qu'il y a un activisme diplomatique du Royaume. Nous avons eu la visite du chancelier d'Autriche il y a une semaine, qui a reconnu publiquement le soutien à l'initiative marocaine pour ce qui est des provinces sahariennes. Nous avons eu également l'Assemblée parlementaire méditerranéenne qui a clos ses travaux il y a quelques jours, qui s'est tenue à Rabat, où le président de la Chambre des conseillers a été élu président pour 2 mandats. Et il y a d'autres initiatives dans ce sens. Donc c'est une diplomatie qui est mobilisée parce qu'elle a un cap, elle a une vision, et elle fait montre et d'agilité et de fermeté en même temps. Professeur Moustapha Srimi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous. Le Maroc est la clé de la politique de voisinage avec l'Union européenne. Voilà le titre mis en avant par le média international New Global Media dans un de ses articles qui s'arrêtait sur la récente visite du commissaire européen au voisinage et à l'élargissement. Le Royaume est singulièrement l'un des meilleurs interlocuteurs de la Méditerranée occidentale, pouvant faire avancer la politique de voisinage élaborée par Bruxelles, stratégie qui vise à rapprocher politiquement et économiquement plutôt l'Union européenne et ses voisins de l'Est et du Sud. Et direction à présent Essaouira, à l'heure des journées de la citoyenneté plurielle. À l'espace Beit Dakira, un parterre d'éminents académiens, de chercheurs et d'acteurs de divers horizons se sont donné rendez-vous. L'occasion de débattre d'une thématique d'actualité pertinente, et cela au cœur d'une ville qui incarne plus que tout ses diversités et ses valeurs de vivre ensemble et de coexistence. Abdelghani Tahraoui avec Maria Oued. Elle est le garant de la mémoire
judéo-marocaine. Entre ces murs, des objets ayant appartenu aux premières familles juives installées à Mogador, mais aussi des reliques, des bijoux, des cafetans brodés et des portraits intimes. Témoignages exceptionnels que tous ces objets, sanctifiés et sacralisés, qui témoignent du passé judéo-musulman d'Essaouira et d'une mémoire commune plurielle. C'est un moment d'exception que nous vivons ici aujourd'hui à Beit Dakira. Un moment d'émotion également. Cette émotion qui réunit collégiens, lycéens, chercheurs, professeurs, des présidents d'universités, le monde universitaire, le monde associatif. Cette belle demeure a réuni toutes ses compétences autour d'une seule chose, celle qui porte haut et fort cette identité plurielle du Maroc et cette citoyenneté plurielle. À l'occasion des journées de la citoyenneté plurielle et afin d'initier la jeune génération au dialogue interreligieux comme un héritage commun, académiciens, professeurs, chercheurs initient la jeunesse au dialogue interreligieux. Échanger, débattre et partager la mémoire, c'est aussi fédérer et renforcer l'esprit de fraternité et de citoyenneté. Elles se sont réappropriées tout cet héritage, toute cette accumulation de richesses que nos diversités nous ont données. Et moi, j'avoue que chaque fois que je les écoute, chaque fois que je les rencontre, je repars encore plus fier et encore plus déterminé à poursuivre cette croisade, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la pédagogie, de l'éducation, de l'échange et de l'écoute de ces générations montantes. Célébrer la mémoire du patrimoine judéo-marocain, c'est partager des valeurs éthiques communes pour célébrer le vivre ensemble et l'humanisme, meilleur rempart contre les préjugés pour une fraternité sans égale. Et pour nous en parler avec nous en direct depuis Souaira, Abdellah Ouzetan, président fondateur du Centre d'études et de recherche en droit hébraïque au Maroc. Bonsoir. Tout d'abord, quel est l'objectif et la raison d'être des Journées de la citoyenneté plurielle et quel est le programme de cet événement ? Bonsoir et merci tout d'abord pour cette invitation. Écoutez, nous avons vécu des moments d'exception, des moments historiques, des moments de bonheur ici à Essaouira et plus exactement à Beit Dakira. Qui, je le rappelle, cette maison monde, cette demeure qui est élevée à la dignité du symbole et qui dit au monde entier, haut et fort, que cette diversité que le Maroc incarne sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mouminin est une réalité, celle de la diversité et celle de l'altérité. Alors pour répondre à votre question, effectivement nous avons vécu ces 2 journées autour d'une thématique qui nous est très chère, à la fois à Essaouira, mais au Maroc, mais aussi au-delà de nos frontières, celle de la citoyenneté plurielle. Cette identité plurielle marocaine qui, comme vous le savez, est élevée au rang constitutionnel depuis 2011, où des professeurs universitaires, des chercheurs, des experts, des étudiants, des collégiens, des lycéens, mais aussi nous avons l'honneur de recevoir 3 présidents des plus prestigieuses universités du Maroc, les présidents de l'université Mohammed V Rabat, l'université Tétouan et également l'université de Marrakech. Et le débat a été autour de cette belle diversité marocaine, de cette identité qui enracinée dans une profondeur historique, celle qui, je le rappelle, inscrite depuis un peu plus de 2 ans dans nos manuels scolaires pour nos collégiens, nos lycéens, mais également sur les bancs des universités. Monsieur Ouzetan, vous êtes un des instigateurs des clubs de la paix au Maroc. Quel bilan faites-vous à ce jour de cette expérience ? Écoutez, vous avez tout à fait raison de relever cette remarque, cette question autour des clubs de coexistence dans la diversité. Pour situer un petit peu ces clubs dans le contexte, il y a un peu plus de 2 ans,
et grâce, je le répète encore une fois, au courage et l'éthique politique de notre ami le ministre Saïd Hamzazi, nous avions lancé le premier club de coexistence dans la diversité depuis le lycée Akensous à Essaouira. Et c'était déjà il y a un peu plus de 2 ans. Un seul club au Maroc depuis Essaouira. Et aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'optimisme, le Maroc, le Royaume du Maroc, compte plus de 5200 clubs à travers les régions. Et cette démarche, nous l'avons inscrite dans une logique collective, dans une approche qui réunit les lycéens, collégiens, étudiants des universités, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nombreux experts nationaux et internationaux. Ces clubs sont animés et portés par des projets culturels et éducatifs, avec des encadrants, avec des professeurs qui assurent donc un suivi. Et le fait d'arriver à ce nombre de clubs nous donne encore plus que jamais l'envie et aussi l'optimisme et la détermination de continuer le travail avec cette jeune génération. Et pourquoi nous misons sur cette jeune génération? Tout simplement parce que, je le dis, la transmission est un acte ancestral de l'humanité. Et nous devons, et nous avons une responsabilité morale à transmettre cet héritage, ce patrimoine judaïo-marocain, et c'est l'exercice d'aujourd'hui. Et sachez-le, ça sera aussi l'exercice de demain. Et Monsieur Ouzitane, quels sont les projets futurs de ces belles initiatives de promotion du dialogue interreligieux, interculturel dans un monde de plus en plus divisé? Tout à fait. Malheureusement, l'humanité traverse des moments extrêmement difficiles. L'humanité est fracturée. C'est un contexte extrêmement difficile que nous traversons. Mais vous savez, le Maroc a une autre lecture de l'histoire. Le Maroc a cette capacité de sa résilience, de sa profondeur de l'histoire et son sens de la responsabilité et de l'altérité autour des constantes de la nation et autour de cette pluralité, de cette identité plurielle et de cette citoyenneté plurielle. D'où votre question sur les projets à venir. Nous étions récemment à Tétouan où nous avons lancé 2 projets de recherche magnifiques, à la fois le lancement d'une galerie documentaire qui est dotée de plus de 3500 documents et d'archives sur les Juifs du Tétouan et également du nord du Maroc. Nous avons également lancé un centre de recherche à l'université du Tétouan avec nos partenaires. Et les futurs projets vont être concrétisés, institutionnalisés autour de cette démarche, à la fois à Tétouan, mais aussi avec nos partenaires. À Ifrane, à Rabat, à Fès. Et je le rappelle, tous ces beaux projets sont partis depuis Beit Dakira, depuis Essaouira. Vous savez, il y a quelque chose qui nous est cher, c'est cette centralité de l'humain, c'est cette détermination que nous avons pour mettre au cœur de nos préoccupations cette expression de cette pluralité. Et comme je dis souvent, l'homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe et rien d'autre. Et pour le rappeler, comme j'ai dit encore une fois hier devant l'audience, l'humanité est une suite discontinue d'hommes libres qui isolent irrémédiablement leur subjectivité. Et c'est cette subjectivité-là qui, depuis hier et aujourd'hui, à Essaouira, à Beit Dakira, cède pleinement et légitimement la place à l'altérité, à la résilience et à la responsabilité. Et cette responsabilité morale, c'est une responsabilité collective. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de cet acte de transmission. Et c'est pour ça que nous avons cet honneur, grand honneur et beaucoup d'émotions de nous réunir autour de nos lycéens et collégiens qui vont porter ce flambeau pour demain. Monsieur Abdallah Ouzitane, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président fondateur du Centre d'études et de recherche en droit hébraïque au Maroc. Un mot de sport à présent à Tarazout. Le Maroc remporte la Coupe d'Afrique des Nations de surf. Une domination marocaine sur toutes les catégories de la compétition. Tout de suite, le ressenti des vainqueurs recueillis par nos envoyés sur place, Kaïma Blouchi et Yassil Mazi. Ben oui, c'est un honneur de représenter le Maroc déjà. Et bien sûr, gagner ici au Maroc, c'est encore mieux.
Il y avait des très belles vagues, des très bons compétiteurs, ça a très bien surfé, donc c'était une belle compétition et bien sûr très content d'avoir gagné et Inch'Allah l'année prochaine encore la victoire et la victoire pour tout le reste de l'équipe. J'ai fait deuxième dans le championnat africain, du coup je suis champion d'Afrique, j'ai gagné la deuxième place et je suis trop content de faire la compétition ici, les Marocains ils sont sympas. Il nous a bien accueillis, surtout la Fédération de Maroc. Il nous a bien accueillis ici, tout se passe bien, alhamdoulilah. Je suis trop content et j'aimerais revenir encore vraiment. De la culture pour refermer ce journal, c'est un des événements cinématographiques phares de la scène marocaine, le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. La 28e édition de ce rendez-vous du 7e art se réinvente après la parenthèse du Covid. Elle réunit une grande élite de cinéastes des pays méditerranéens et de grands acteurs. Cette année, le festival rend un vibrant hommage à la Turquie. Nashakir Alaoui, Abdali Gnouni et Zakaria Moukhin Billah. Premier long métrage de la réalisatrice Yasmine Benkiren, le film Reine retrace l'histoire de 3 femmes en cavale. Concentrée d'action et d'aventure, la production suit les pérégrinations des 3 héroïnes à travers les montagnes de l'Atlas pour rejoindre le Grand Sud. Coup de cœur du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, le film donne le ton d'une 28e édition, aussi éclectique qu'inédite. Beaucoup de films sont projetés pour la première fois au Maroc. Cette sélection est très cosmopolite. Il y en a pour tous les goûts. Certains sujets évoqués sont parfois sensibles, mais c'est aussi le rôle du cinéma de montrer la réalité. Je suis très heureuse d'être ici à l'occasion de cette grande fête du cinéma. C'est la première fois que j'assiste à un événement de cette ampleur. La nouveauté du festival cette année, c'est d'encourager l'écriture des scénarios en transmettant la passion des histoires aux jeunes générations. Invité d'honneur de cette édition, la Turquie, un vibrant hommage est aussi rendu à bon nombre d'artistes, dont la célèbre actrice égyptienne Rada Adel, le réalisateur marocain Hassan Benjelloun et le réalisateur italien Daniel Vicari. Je suis fidèle à ce grand festival où l'on fête les films et l'écriture scénaristique. Cet événement a toujours été un succès car le public peut voir et découvrir les films en avant-première et profiter des masterclass pour comprendre les étapes de fabrication d'un film. Une semaine durant, les cinéphiles ont rendez-vous avec les dernières productions cinématographiques des 2 rives de la Méditerranée. Au programme également des tables rondes, des conférences et des ateliers pour mieux braquer les projecteurs sur l'évolution des pratiques cinématographiques d'ici et d'ailleurs. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.